Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité du Grand Journal. Et aujourd'hui, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient affectent non seulement la région, mais également l'économie mondiale. Alors à qui profitent ces tensions géopolitiques ? Pour en parler, nous sommes en direct depuis Tanger avec Oussama Ouassini, expert en intelligence stratégique et économique. Bonjour. Bonjour madame, Ramadan Karim. Ramadan Karim à vous aussi. Alors, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont des conséquences dévastatrices sur la paix et la sécurité. Quelle lecture faites-vous des principales causes de ces tensions actuelles ? Bon, premièrement, il y a les problèmes géoterritoriaux, Iran-Palestine. Il y a aussi les tensions économiques. Et le problème, c'est que lorsque quelqu'un sent une menace, il réagit et petit à petit, ça crée des boules de neige et ça arrive à ce que nous arrivons actuellement, ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis et l'Iran et Israël. Alors, la guerre en cours peut avoir des répercussions mondiales, notamment en termes de terrorisme, des proliférations nucléaires. Comment est-ce que les relations entre les États-Unis et l'Iran influencent-elles la stabilité régionale ? Bon, comme vous savez très bien, aussi bien l'Iran ou d'autres pays dans les États-Unis financent quelques mouvements tels que ce qui s'est passé en Irak, par exemple, etc., fait qu'effectivement, il y a des tensions qui se développent. Mais je me permets, en tant que stratège, de pouvoir dire, malheureusement, heureusement, il y a ces derniers temps, la situation économique faisait que on peut dire, ces bandes terroristes n'étaient pas assez bien financées pour pouvoir développer encore plus. Et les choses allaient s'estomper petit à petit. Mais malheureusement, ce qui vient de se passer ne fera que raviver les tensions qui existaient déjà dans cette région. Alors, la situation... Et l'exemple... Oui, bien sûr. Oui, donnez-nous les... Oui, par exemple, l'exemple, ce qui se passe en Iran, effectivement, les tensions, lorsque le Venezuela a été arrêté, il y a eu une pression économique sur l'Iran qui a fait que, effectivement, il y a eu quelques mouvements, des mouvements en Iran dus à une pression économique. Et comme vous pouvez bien le savoir, le président qui était actuellement en place, il avait beaucoup de conseillers qui étaient arrêtés parce qu'il n'était pas en accord avec la hiérarchie suprême du Shah, voilà, par exemple. Donc ça vient aussi de conflits internes au sein même d'un pays. Oui. Alors la situation... Oui, alors la situation est complexe et nécessite une réponse internationale coordonnée pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région. Alors, à qui profite cette guerre, en fait ? Écoutez, ces guerres profitent à ceux aux pays qui ne respectent pas des résolutions internationales. Le vrai problème de sa région, madame, c'est que tout simplement, il y a beaucoup de pays ne respectent pas le droit international. Si tout simplement ce droit international était appliqué dans cette région, on ne serait pas dans un état pareil. Et de ce fait, bien entendu, vous avez l'Iran, vous avez les États-Unis qui en profitent, vous avez la Russie qui en profite, vous avez les terroristes qui en profitent, etc., qui fait que tant que le droit international n'est pas appliqué, n'est pas respecté, cette région, toutes les régions du monde il n'y aura que des conflits. Finalement, on peut dire qu'en fait, dès qu'une grande puissance ne respecte pas le droit international, d'autres puissances également se donnent le droit de ne pas respecter également le droit international, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Le problème, je vous dis, le vrai problème, c'est que le droit international n'est pas appliqué. Parce que, personnellement, on attaque pour des raisons de menaces existentielles, menaces préventives, etc. Mais qui donne ce droit de prévention ou de prévention des menaces ? C'est bien, on ne prend pas de décision comme ça du jour au lendemain d'attaquer son voisin. C'est comme si on était dans un immeuble et vous avez trois voisins qui font du bruit et tout l'immeuble qui a commencé à attaquer ou quelques-uns vont commencer à attaquer le voisin. Non, il y a un syndic. Le syndic doit jouer son rôle. Et malheureusement, le syndic ici, le droit international ne s'applique pas. C'est tout.
Même le chasser de chez lui, le voisin finalement, en fait, et de tout décider de ce qui se passe chez lui, en fait, de remodeler son salon, sa cuisine et de tout réaménager. Alors, justement, alors. Oui, effectivement. Et alors l'histoire, quand on parle de conflits comme du conflit actuel, l'histoire également, il y a eu des conflits qui se sont déclenchés un peu sous la même stratégie ou la même dynamique. Est-ce que finalement le droit international, par exemple le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est vrai qu'on avait vu avec le conflit en Irak, pourquoi est-ce que justement, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore perpétuer ce genre de dynamique où on peut venir attaquer et ne pas respecter le droit international finalement ? Parce qu'il y a des puissances, tout simplement, madame, parce qu'il y a des puissances, il y a des pays qui tendent vers des intérêts personnels, mais ils ne cherchent pas l'intérêt de la nation. Comme je dis très souvent, on est quoi? On est 7 milliards ou 1 milliard dans ce monde. Il y a plus de 7, il y a quoi? Il y a 1% ou 5% des gens qui font la loi. C'est pas normal. Il y a plus de 7 milliards d'habitants qui veulent vivre en paix. Et qui veut s'épanouir, qui veut prospérer économiquement, socialement, etc. Mais pourquoi il y a deux petits clans qui sont en train de se battre et qui font, excusez-moi du terme, la pagaille dans le monde? Et économiquement, on va en voir de plus en plus à cause de ces pagailles. Oui, et qui ont des répercussions sur toute la planète, finalement. Oui, tout à fait. C'est ça ce qui est le plus grave, en fait. Finalement, des États qui sont vraiment loin de ce conflit, qui se retrouvent impliqués ou affectés par ce conflit. Alors, on va parler d'une autre puissance, qui est la Russie, qui a renforcé ses liens avec l'Iran et la Syrie, a joué un rôle clé dans les négociations sur le nucléaire iranien. Comment est-ce que les États-Unis, finalement, réagissent-ils à l'influence de la Russie au Moyen-Orient ? Écoutez, personnellement, la Russie s'est retirée approximativement de la Syrie ou du côté israélien, parce qu'elle sait très bien que cette région-là, c'est un conflit qui ne va pas s'arrêter. Par contre, au niveau de l'Iran, effectivement, l'Iran joue un rôle. Joue un rôle, tout simplement, comme vous savez très bien, madame, cette région, c'est une région capitale de l'énergie mondiale fossile, que ce soit au niveau gaz ou au niveau pétrole, comme tout le monde le sait maintenant actuellement, ça représente 20% de la consommation mondiale. C'est-à-dire, nous avons 100 millions de barils par jour que nous consommons, il y a 20 millions de barils de pétrole ou bien qui sortent de cette région. Imaginez aujourd'hui, madame, vous avez 20% de stocks en moins. Alors que vous savez, quand tout le monde sait très bien que les stocks stratégiques, ils sont au plus bas, aussi bien au port de Rotterdam qu'aussi bien aux États-Unis, etc. Donc, quelque part, croyez-moi, madame, c'est que le début. Si ça dure encore quelques semaines, croyez-moi, l'économie ne tiendra plus. Alors, la Chine, pour parler également d'une autre puissance, la Chine a renforcé ses liens avec l'Iran et la Syrie, adopte une position prudente, cherchant à maintenir des relations avec tous les pays de la région. Comment évaluez-vous le rôle de la Chine dans la gestion des tensions actuelles au Moyen-Orient ? Comme vous savez, madame, la Chine importe 50% de son énergie fossile du Moyen-Orient. Et comme vous savez très bien, comme tout le monde le sait, la Chine, c'est l'une des usines du monde avec l'Inde. L'Inde et la Chine représentent plus de 60% de produits manufacturés du monde. Alors, vous comprendrez automatiquement que la Chine doit sécuriser son approvisionnement en énergie. Et, bien entendu, l'Iran représente 20% de son énergie. 20% de ces 50% qu'elle apporte du Moyen-Orient, c'est-à-dire approximativement presque 50% de son énergie. L'Iran représente 50% de ses importations d'énergie du Moyen-Orient. Donc ces chiffres parlent par eux-mêmes. Alors, la trajectoire des marchés et l'économie mondiale dépend aussi de l'évolution de ce conflit et également la capacité des puissances à sécuriser les voies maritimes stratégiques pour l'énergie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui devrait être mis en place pour justement sécuriser ces voies maritimes malgré le fait que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz ? Bon, personnellement, madame, maîtriser les flux maritimes depuis le temps, en parlant des pirates, les voies maritimes n'ont jamais été sécurisées, ne seront jamais sécurisées. Le seul moyen, et j'étais en train de réfléchir avec un ami dernièrement qui travaille dans le domaine du gaz du GNL,
En discutant, franchement, et là je fais un saut pour le Maroc, je pense que pour le port de Nadormed, il faut qu'il devienne un hub stratégique d'approvisionnement de toute l'énergie pour toute la partie ouest du monde, à savoir l'Europe, l'Afrique, les États-Unis. Donc je pense que le Maroc doit jouer ce rôle de hub, de stock d'énergie, aussi bien du gaz ou bien du pétrole, dans le cas des conflits. Parce que, croyez-moi, madame, les voies maritimes ne sont et ne seront jamais sécurisées, à moins, bien entendu, comme on avait dit au début, que tout le monde respecte le droit international. Est-ce que le fait que ce que vous êtes en train de proposer, c'est que le Maroc devienne un hub de stock d'énergie, c'est ça? Est-ce qu'en devenant un hub potentiellement ou éventuellement en devenant un hub d'énergie, le Maroc, est-ce qu'il ne serait pas justement mis dans le viseur ou justement mis dans le viseur de puissances qui auraient intérêt à déstabiliser le pays, justement? Non, madame, parce que tout simplement, lorsque vous devenez un hub, vous devenez potentiellement important pour tous les pays qui vont importer des produits du Maroc. Donc, quelque part, l'économie sécurise le pays. Comme je dis toujours, le temps économique dépasse toujours le temps politique. Très bien, mais alors pour ceux qui ne s'approvisionnent pas de chez le Maroc éventuellement, alors pour eux, ça resterait quand même une proie potentielle, vous ne pensez pas? Non, parce que tout simplement... Parce qu'on serait protégé? De l'autre côté, on sera protégé. Et deuxièmement, les pays qui veulent soi-disant, entre guillemets, attaquer, se trouvent à l'est, donc du côté Iran, c'est-à-dire Asie centrale, Asie. Ce n'est pas le centre, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Eh bien, très bien. Merci infiniment, Oussama Ouassini, pour cette discussion et pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes expert en intelligence stratégique et économique et que vous étiez avec nous depuis Tanger. Merci.